moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la prise en charge chirurgicale, donc les premières chirurgies. Donc, il y a eu plusieurs études. Voilà. Alors, la suivante. Voilà. Donc, Michel nous a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Monsieur Zérin nous a envoyé ça il n'y a pas longtemps, en fait, pour nous dire que globalement, en fait, on se disait qu'il fallait opérer le plus rapidement possible le défect cutané et essayer de fermer la déhiscence cutanée et le fait que ces enfants puissent avoir un écoulement de liquide céphalorachidien le plus rapidement possible. Et on s'est rendu compte que le taux de complications était plus élevé chez les enfants qui étaient opérés très très tôt. Donc globalement, selon cette étude, il faut globalement les opérer entre 24 et 72 heures, pas éviter de les opérer avant. Après, c'est dépendant du service, dépendant du moment où on a la place en salle d'opération, mais en général, on essaye de se tenir, de faire en sorte à pouvoir les opérer après les 24 premières heures de vie. Alors, on a différents types de myeloméningocèles. On a des petits, plus ou moins grands. Et donc, on a des malformations qui peuvent être petites et qui peuvent être beaucoup plus grandes. Alors, donc, quand on regarde de plus près, voilà. Quand on regarde de plus près, on voit, comme l'a dit Timothée, on a la placode, qui est ça, la peau autour, qui est une peau très fine et très abîmée. On a une sorte de limite extrêmement fine et grêle qui doit être disséquée, qui doit être ouverte. On a cette plaque qui est normalement, qui est censée être un tube qu'on va essayer de refermer. Et ensuite, on va essayer de refaire plusieurs couches pour recréer les différentes couches naturelles des tissus qu'il y a au-dessus de la moelle épinière. Il faut savoir que dans certains cas, pour les malformations extrêmement larges, comme on a dans ce cas-là, là on est déjà au niveau dorsal et là on est au niveau sacré. Donc c'est une malformation extrêmement large. Quelquefois, pour fermer tout ça, on a beaucoup de mal à aller chercher uniquement la peau sur le côté, les tissus. Donc souvent on a besoin d'avoir un plasticien avec nous pour faire des transpositions, des lambeaux, etc. Ce qui devient une chirurgie extrêmement complexe. Alors, même dans la chirurgie anténatale, on n'a pas nécessairement une peau qui est parfaite après la chirurgie, mais on a une fermeture qui peut être correcte. Donc, malheureusement, les cicatrices ne sont pas toujours parfaites et belles parce qu'on n'a pas un tissu cutané qui est un tissu normal. Donc, on essaye de fermer avec ce qu'on a, et les cicatrices ne sont pas nécessairement très jolies. Mais le principal, c'est que la peau soit fermée. On est en train d'étudier sur certaines coupes de moelle chez des utérus, des bébés ou des enfants qui ont eu une interruption de grossesse, donc les fœtus. On a arrêté le nombre de motoneurones présents au niveau de la moelle et au niveau de la plaque neurale. Donc pour en revenir à tout ce qu'on a dit jusque-là, donc on voit que chez un myeloméningocèle avec une moelle qui est ouverte, on n'a pas de motoneurones, alors qu'ici, à un contrôle à 15 semaines, on a beaucoup de motoneurones. Alors les motoneurones, c'est les cellules qui permettent de faire bouger, c'est les câbles électriques qui permettent de faire bouger les jambes. Et on voit que sur la malformation, déjà à 15 semaines, c'est déjà joué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de câbles électriques qui peuvent faire bouger les jambes. Donc, ce qui veut dire que même quand on fait de la chirurgie anténatale, on n'arrivera pas à guérir ces enfants. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de le faire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, comme je l'ai dit, même dans les chirurgies, même dans les malformations, même dans la gestation très tôt, on a déjà une absence de cellules qui permettent de bouger les jambes.
Mais le but de toutes les chirurgies, qu'elles soient anténatales ou postnatales, c'est d'éviter que ces motoneurones soient altérés à des niveaux supérieurs. C'est pour ça que dans l'étude du MOMS et dans les différentes études de chirurgie anténatale, on voit qu'on arrive à améliorer le niveau, pas au niveau de la placode, parce que sur la placode, c'est déjà joué. Sur la lésion qu'on voit, il n'y a pas de cellules de motoneurones, il n'y a pas de cellules qui permettent de faire bouger les jambes. Par contre, on a un rôle sur les cellules qui peuvent être altérées au long cours après la naissance. Alors, décidément. Ah, zut. Alors, je vais parler rapidement du Chiari 2. Le Chiari, en fait, il y a une époque où on essayait de traiter et d'opérer justement ces malformations, et on s'est rendu compte que depuis 2005, on ne les opère plus parce qu'il n'y a globalement aucun bénéfice. On pensait qu'on allait améliorer les troubles de déglutition et on diminuait le nombre de trachéotomies, ce qui n'est absolument pas le cas en fait. Donc traiter un Chiari, à l'heure actuelle, c'est désuet et on ne les opère plus, on ne les prend plus en charge. Le dernier traitement, c'est le traitement de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, donc chez nous, on a un enfant sur deux qu'on dérive. Et le traitement à l'heure actuelle chez les nouveau-nés, c'est la dérivation. Donc une dérivation ventriculo-péritonéale, une dérivation ventriculo-atriale, peu importe. Donc une dérivation dans le ventre ou dans le cœur. Peu importe, à l'heure actuelle, on ne peut pas proposer d'autres traitements chez les nouveau-nés parce qu'il y a un problème en même temps de circulation du liquide, parce que le liquide, il est fabriqué dans le cerveau et ensuite il doit couler dans différents canaux. Et à cause du Chiari et à cause de la malformation, le liquide, il peut être bouché, donc il s'accumule dans la tête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un problème de destruction de ce liquide aussi associé à la naissance, qui fait que même si on crée un itinéraire bis dans le cerveau, on appelle ça une ventriculo-cysternostomie, c'est faire un petit trou ailleurs pour faire circuler le liquide, même si on fait ça, ça ne marche pas à la naissance. Par contre, on s'est rendu compte que plus tard, beaucoup plus tard, s'il y a une dysfonction de cette dérivation, on peut envisager cet itinéraire bis. Voilà. Pour la chirurgie. On va peut-être prendre une série de questions, enfin voir s'il y a des questions dans la salle avant de continuer la table ronde. Une première question ici. Oui, deux petites questions rapides. Concernant la cicatrisation vilaine dont on parlait tout à l'heure, est-ce que chez l'adulte, vous pouvez reprendre des cicatrices de façon à améliorer la vue, si je puis dire? C'est ma première question. Et est-ce qu'il y a des recherches lancées via les cellules souches dont on entend parler de plus en plus pour justement essayer de réparer un petit peu les lésions faites? Michel, tu veux répondre ou Pour les cellules souches, je laisserai probablement Lucie dire un petit mot parce que c'est parmi nous la plus compétente pour répondre à cette question. Pour ce qui est le reste sur la réparation médulaire, on voit beaucoup en ce moment à la télé, à la radio, dans les journaux, des paraplégiques qui se remettent à marcher. Et donc il y a globalement deux solutions qui se discutent. La réparation de la moelle elle-même, et encore une fois, ce qu'on est capable de faire pour l'instant sur des réparations médulaires ne permettent pas d'envisager, alors je ne sais pas si c'est à 5 ans ou à 10 ans, une réparation complète de la moelle qui permette de récupérer une fonction. Ça, c'est le premier moyen de répondre. Et puis, il y a le développement par le biais de la robotique des exosquelettes, et que là, par contre, il y a un certain nombre de choses qui commencent à apparaître, ou des stimulations directes, puisque les dernières choses dont on parle, c'est les stimulations directes musculaires, c'est-à-dire de reproduire des patterns de marche en stimulant directement les muscles. Il y a probablement un certain nombre de choses qui seront possibles, en sachant que, pour l'instant, c'est une galère, c'est-à-dire que c'est 3 ans de boulot, c'est 3 ans de boulot intensif tous les jours, plusieurs heures en rééducation, pour arriver à ce que vous voyez au meilleur résultat possible, qui est celui qu'on montre quand on fait un film. Donc la porte n'est pas complètement fermée, et probablement on va progresser par les progrès de la robotique, on va sûrement gagner, mais je dirais que pour l'instant ça reste un peu marginal dans l'espoir de motricité.
et que peut-être qu'on répondra par le biais du sphincter artificiel ou de ce qu'on est capable de faire sur la vessie. Là encore, en tout cas en pédiatrie, parce que les réponses adultes, et je pense qu'Henri y répondra aussi là-dessus, restent complètement parcellaires. Et pour ce qui est de l'esthétique de la cicatrice, oui, on peut reprendre des cicatrices, mais il faut absolument voir si la moelle est collée ou pas. Enfin, faut avoir un bilan initial, mais comme dans d'autres malformations de la moelle, on reprend certaines fois des cicatrices pour les rendre un petit peu plus jolies. On va prendre une autre question. Juste pour la thérapie cellulaire, effectivement, on est 3 équipes dans le monde à travailler sur la thérapie cellulaire dans le traitement des myéloméningocèles en anténatal. Il y a 2 équipes américaines et notre équipe. Nous, ça fait un petit peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille avec l'unité de thérapie cellulaire de l'hôpital Saint-Louis. Et on essaye de développer une sorte de patch de cellules souches. L'idée, c'est pas que ces cellules souches se transforment en motoneurones, mais plutôt qu'elles apportent des facteurs pour aider à la réparation de la moelle épinière le plus tôt possible. Donc notre première idée, c'est de venir apporter ça au moment de la chirurgie anténatale, à l'époque de la grossesse, ce qu'on fait maintenant en chirurgie, même chez l'homme, et peut-être un jour d'agir même plus tôt, si c'est possible. Mais on est encore au tout début de l'étude des cellules et de la meilleure option pour les appliquer sur la moelle du fœtus. Vous l'avez un peu dit, mais je n'ai pas compris pourquoi les cysternostomies ne marchaient pas à la première chirurgie de l'hydrocéphalie. Parce que c'est les ventriculocysternostomies, donc le petit trou, ça permet de traiter les hydrocéphalies qui sont obstructives. Obstructives, ça veut dire qu'il y a un bouchon quelque part. Et chez le nouveau-né, ça n'est pas que obstructif. L'hydrocéphalie du nouveau-né dans la myéloméningocèle, ça n'est pas que obstructif. Il y a des problèmes probablement de résorption, de pression, etc., qui fait que traiter un problème obstructif uniquement ne fonctionne pas. Et si je peux me permettre de rajouter un mot à ce qu'a dit Cyril, c'est que l'anatomie ventriculaire d'un enfant avec un myéloméningocèle est une anatomie qui est anormale parce que le plancher du 3e ventricule, au lieu d'être horizontal et se prêter à la ventriculocysternostomie, est complètement verticalisé, et que d'autre part, une des voies de passage entre les 2 hémisphères, qui est l'adhésion interthalamique, qui fait communiquer les 2 thalamus, est hypertrophiée, ce qui fait qu'on n'a pas la place de mettre un endoscope. Donc on a des conditions anatomiques qui empêchent ou rendent extrêmement difficile cette ventriculocysternostomie, qui de toute façon ne marchera pas, ce qui fait que c'est vraiment une intervention qu'on va garder pour plus tard, comme a dit Cyril. Je vous propose qu'on